Bonjour et bienvenue à Pack Pod, votre clubhouse pour ce 6 Nations. Moi c'est TK, ancien joueur de foot américain, mais aussi j'ai joué au rugby avec Charlie Bayer. Bonjour Charlie. Salut TK, ouais, j'ai eu la chance de partager, de courir sur le pré avec toi, de gambader dans nos grandes vitesses d'avant. Et ça allait vite à l'époque. Comparé à maintenant, oui, mais dans l'absolu... Ouais, un peu plus vite que maintenant, c'est sûr. Donc cette troisième voix, c'est Théodore de Saint-Rémy, le personne qui a envie de le plus jouer au rugby quand même, parce qu'il a joué au Racing, il a joué à Puck, il a joué un peu partout. Le mercenaire au grand cœur. Le mercenaire au cœur ovale, ouais. Oui, du Racing, du Puck, du Rugby Club Orléans, de la CBB, tout ça avec une seule passion, la balle ovale. Salut à tous. Écoutez les gars, on a plein de choses à se dire cette semaine. On a 6 Nations, on a tous les matchs de 6 Nations. Aussi, nous sommes très contents d'avoir un petit rubrique sur le côté 15 de France féminine aussi. Donc, restez avec nous pour tout ça. Et à l'attaque les gars. Allez, go, 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 pas de temps à perdre. Pack de potes, terrain 10. Pour ce match France-Italie, bon, c'était plutôt un très bon début, avec 3 points marqués dans les 3 premières minutes, suivi par un essai de Teddy Thomas grâce à un coup de pied de Ntamak. Donc, on avait marqué environ 8 points en 8 minutes. La France était vraiment sur les bonnes rails. Un autre essai par le capitaine Olivon. La France était vraiment en force, sauf il y avait quelques coups de pied ratés, il y avait quelques plaquages ratés aussi. L'Italie revient dans le score avec un essai fait par un Italien qui est un peu déguisé comme footeux, avec plein de tatouages et un coupe de cheveux un peu douteux. 13-10 toujours pour la France. La France revient dans le score avec un magnifique passe sauté de Dupont vers Aldrit pour un essai juste avant la mi-temps, 23-10. Vraiment magnifique, là je te rejoins. Magnifique. Début de deuxième mi-temps, un passage à vide pendant presque 20 minutes où nous avons subi. Quand même, on a pu marquer à 58 minutes avec un joli course de M. Ntamak pour marquer un très très bel essai. Par la suite, beaucoup trop de pénalités. On laisse marquer les Italiens sur notre poteau avant que Baptiste Serin mis la calme dans ce jeu avec un superbe essai individuel. Les Italiens, ils font un petit essai de réponse aux dernières minutes. Score final 35-22. Ouais, bah, déjà, moi je trouve que rien que dans ton résumé, il y a le bon et le moins bon qui transparaît, à savoir des très belles individualités qui font des jolis coups d'éclat et des gros problèmes on a fait trop de fautes. Rien que dans ton petit résumé comme ça en ressort et c'est le cas quand on regardait le match. Après, bon, c'est quand même satisfaisant ce qui s'est passé. On a fait une très bonne entame de match. Il y a eu des petits passages à vide, comme on avait prédit de toute façon la semaine dernière. On avait dit nos cousins, on leur donne des petits points. Les pauvres Italiens, ils étaient rentrés fanny la semaine dernière. Bon bah là, on les a aidés un peu quoi. On a aidé les cousins. Moi, juste, il y avait un petit point que je voulais dire. C'était un petit clin d'œil à mes copains du Massif. Les enfants qui ont accompagné de joueurs, et les joueurs adverses aussi, pour chanter les hymnes, c'était des petits de mon club, l'USOMC. Voilà, donc un petit coucou aux bénévoles qui les ont accompagnés. Et ouais, c'était cool. Et on a remarqué que ceux qui étaient avec les Italiens faisaient un peu plus la gueule que ceux qui étaient avec les Français. Mais bon. C'est pas rien ce que tu dis, Charlie. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle tradition. Et pour les écoles de rugby, entrer au Stade de France, mon fils était avec l'école de rugby de notre coin là, également dans les tribunes, lui, et c'est vrai qu'ils vivent des choses assez incroyables en voyant de près là tous les joueurs, et je trouve que c'est absolument génial de voir ça. Donc tant mieux si le Massif Central a été dans les petits papiers pour donner la main, mais peut-être tu me donneras les billes pour que mon fiston la prochaine fois soit sur le pré, quoi. Maintenant que la priorité a été faite à nos petits, à nos gamins, parce que ça nous a donné l'occasion de hurler dans le bar où on était, genre c'est mon gamin, on était contents. C'est marrant Théo, parce que mon fils aussi, il était à ce match, et donc moi j'habite un peu plus loin de Paris quand même, donc il est revenu vers 2h du mat, mais il était aux anges d'avoir visité pour la première fois pour lui ce Stade de France et d'assister à un match France-Italie. C'était une très belle occasion. Après sur le match, bon, moi je trouve que effectivement le score est acquis, c'est ce que dit le capitaine à la fin, voilà, comptablement on a fait le boulot, bon d'accord. C'est vrai, maintenant on savait que nous, on n'est pas des Britanniques, on va le répéter à chaque fois, on laisse toujours prendre des points aux petites équipes. Cadeau. Là, c'était un peu trop cadeau quand même, c'était un peu opération portes ouvertes à certains moments, et on a alterné le très bon, parce qu'on peut pas dire le contraire, on a vu des superbes actions, et le improbable, voilà, notamment en défense, on s'est quand même fait bouger et en mêlée, et un petit peu... Se faire bouger par les Italiens en mêlée, ça et un petit peu chahuter en touche quand même. Les montées défensives, je suis désolé de le dire, de Teddy Thomas, je suis désolé parce que c'est un garçon que j'aime bien, et en plus,
il marque un essai qui est vraiment plein de talent, le premier essai. Il fait le geste juste dans un timing. Certes, c'est bien tapé par Ntemak, mais il faut être au bon endroit et faire le geste juste pour attraper, aplatir. Il le fait très bien. Mais sur le premier essai italien, sa montée défensive, là, c'est plus une montée en pointe, c'est une montée en couille. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une montée en couille. Il part 15 mètres, il part 30 mètres devant. En plus, il rebique complètement à l'intérieur. Quand tu regardes l'essai, mais attends, il y a 2 contre 0 sur 20 mètres de large sur l'aile, quoi. Je ne sais même pas où il est. Donc là, on voyait un peu Sean Edwards, le grand Manitou de la défense mondiale, qui est maintenant au chevet de la défense du 15 de France. Là, c'est mal de tête assuré. Il faisait la tronche pendant tout le match, mais je sais pourquoi. Donc là, moi, je suis toujours un petit peu estomaqué de voir des joueurs de ce niveau faire des erreurs aussi grossières. Voilà, aussi grossières. De même qu'il nous fait vers la 20e, 21e une relance qui m'a rappelé sa relance fatale de la finale de Coupe d'Europe avec le Racing, où il flingue à lui tout seul le titre européen de son club. Voilà, c'est-à-dire, je suis 1 contre 3, mais je vais faire une relance et je vais perdre le ballon. Voilà. Donc, il nous fait la même, ballon perdu, je ne sais plus s'il y a essai derrière ou pénalité ou je ne sais pas quoi, mais c'est indigne de joueur de ce niveau, et donc il alterne trop le très bon et le très mauvais. On a vu aussi Ntemak qui n'était pas forcément dans ses pattes, on peut dire, au niveau de coup de pied, parce qu'il avait même un coup de pied qui a touché, c'était poteau entrant. Poteau rentrant, je pense que statistiquement, c'était sans doute la première en match international. Surtout juste après une transversale. Ouais, mais je pense qu'à sa décharge, le vent était quand même très compliqué. Ah, il a marqué tout le week-end. C'est vrai que ça a été difficile pour lui de marquer, et c'est vrai que ça pèse sur le match, parce que au lieu de faire 7 plus 3 plus 7, tu fais 5 plus 0 plus 5, et c'est pas du tout la même chose pour la confiance. Et on sait bien qu'il est capable de faire mieux, puisque à la Coupe du Monde, notamment contre les Argentins, en début de Coupe du Monde, il avait fait des matchs à 100%. Comme la semaine dernière. Il a eu un gros impact sur le mental de ses partenaires, et là-dessus, il n'a que 20 ans, faut pas l'oublier. Il faut qu'il progresse. Il n'a que 20 ans, les gars. 20 ans. Ah, wow. Voilà. C'est vrai qu'il y a tous ces points négatifs que tu as vus. Bon, clairement, la touche, je pense que Karim Ghezal aura du boulot, parce qu'on contre les Anglais, déjà, c'était compliqué. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire en touche. Se faire bouger en mêlée par les Italiens, on en a gros. Et les fautes, qui n'étaient pas possibles. Mais, puisque tu parlais de Ntamak, parce que dans les points positifs, donc il y avait cette charnière avec en plus un double neuf, parce que l'entrée de Serein était magique. D'ailleurs, c'est un autre point positif par rapport au week-end dernier, c'est que cette fois-ci, les remplaçants ont été à la hauteur, je trouve. Et quand t'as un des meilleurs neufs du moment qui sort et qui arrive, Serein, qui nous fait un petit coup de pied joué vite, qui remonte de 70 mètres avec un coup de pied à suivre, qui y va, qui aplatit. Et j'ai adoré la gueule qu'il a fait juste après avoir aplati. C'était genre, voilà quoi, j'attendais ça à mon pote depuis 2 semaines, et boum, ça sort. C'était vraiment très chouette. Voilà, je pense que c'est quand même... notre charnière est formidable. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Théo. Mais... On a plus que 2 neufs, Charlie. On a 2 charnières de très haut niveau, et je pense que là, on est hyper gâtés sur le plan de la génération. Ça fait un petit moment qu'on dit nos U20, ils sont double tenants du titre des championnats du monde des moins de 20 ans, etc. Il est incontestable que là, on a une génération dorée. Voilà, c'est vrai que quand tu vois Dupont, Ntamak et derrière Serein, Jalibert, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont tous super bons. Tous super bons, vraiment. Dupont, il nous refait le coup du petit côté fermé, où il se le fait encore à moitié tout seul avant l'essai qui est marqué. Ça passe aussi pour Aldrit, là, dont tu avais parlé. Et ça passe, qui passe quasiment du milieu du terrain au bord de touche. C'est une passe vissée de 35 mètres. Ça paraît simple. En match international, c'est toujours sympa, quoi. Donc, on a une génération là-dessus qui est magnifique. Et c'est de très bon augure, parce que tout simplement, on le voit sur l'entrée de Serein et l'entrée de Jalibert après, les mecs qui sont pas les prétendus titulaires du poste, quand ils rentrent, ils sont morts de faim, et comme ils sont de très grands talents, ils sont bons quand même. Donc c'est en plus des joueurs d'impact. C'est génial. Et c'est de la vraie concurrence positive. Ouais, que dans les années qui viennent, on ait ces 4 joueurs-là qui se tirent la bourre, plus quand même derrière... Couillou, qui est quand même pas manchot, qui peut rentrer, etc., et qui seront aussi morts de faim. Le petit Carbonel à Toulon, qui est même pas là, mais qui est très bon aussi. Donc, là, il y a abondance de biens. Problème de riches, là, pour les sélectionneurs. Et puis moi, sur ce match-là, je voudrais aussi
Faire un tout petit peu amende honorable, ouais, j'étais pas très fan de Willem C sur le papier. Là, j'ai trouvé qu'il fait un très beau match. Ah oui, je l'ai trouvé à la fois costaud et mobile. Il fait en plus une passe, une très belle passe après contact. Il fait une entame de dingo. Petite cerise sur le gâteau. Bon, peut-être que c'est un peu bricolé tous ces trucs-là, mais tu le vois à la fin du match nettoyer le vestiaire avec la petite raclette. Ouais. Bon, allez, maintenant, je sais pas si c'est du storytelling, mais en tout cas, j'aime bien. À ce propos parce qu'en fait, la semaine dernière, on a eu la même photo avec Ntamak et du coup, tu as un peu l'impression que c'est... Alors, à ce propos, il y a Oval Masqué sur Twitter qui lance le Ballet Challenge en hommage à France Rugby et qui invite tout le monde avec le hashtag Ballet Challenge à envoyer sa petite photo de toi qui nettoie les vestiaires pour participer à cet élan. Mais est-ce qu'on pourrait, nous, nettoyer les vestiaires du pack de potes? C'est une vraie question. Il faut peut-être qu'on s'interroge sur ce truc. Il y aurait trop de boulot. Ouais, c'est une bonne idée. Je trouvais que l'équipe de France, si on regarde vraiment, les avants étaient vraiment en forme, la première ligne très bien, les 4-5 superbes, les troisième ligne, de 6, 7, 8 formidable aussi. Donc on a vraiment quand même vu un équipe en forme. En fait, il y avait aussi certaines personnes sur l'équipe d'Italie qui m'a quand même marqué. Donc notre ami Jordan Hayward, le gagnant le premier gagnant de Rugbarb, il a fait un très très bon match. Ouais. Il a fait un très bon match. J'ai pensé à vous aussi. Ouais. Il avait deux passes décisives. En fait, au basket, on dit ça, un assist, ça veut dire que c'est la dernière passe avant que quelqu'un marque. Est-ce qu'on a cette statistique en rugby? On n'appelle pas ça comme ça, mais dans l'esprit, oui. Et en l'occurrence, là, il mérite tout à fait d'être cité pour ça, parce que c'est un joueur qui trouve ses partenaires. Oui, moi j'ai beaucoup aimé certains joueurs italiens. Les deux ailiers que j'ai trouvé bons. Le troisième lignier, le Polledri, qui a beaucoup porté le ballon, qui a vraiment gagné du terrain et qui a eu un impact physique important. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de noter quand même que côté français, on avait deux ex-Sudaf, les deux deuxièmes lignes. Ça fait un peu mal pour notre fonction, Charlie. Dur. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs de deuxième ligne éligibles sous le maillot bleu, ce sont des Sudaf d'origine. Mais côté italien, on avait un numéro 8 appelé Stein. Je rappelle que toutes les équipes ont un Sudaf. Ouais. Et qui s'appelle Stein d'ailleurs. Oui, toutes les équipes ont un Stein qui est Sudaf. Et presque toutes les équipes ont un Stein. J'avais noté aussi, Jordan Hayward, on l'aime bien pour sa barbe, mais en fait, il y avait aussi un bon barbu, le numéro 4 d'Italie, avec un nom super italien, Dean Budd. Donc franchement, il n'y a pas plus italien que ça. Ouais, Dean Budd, ça doit être un néo-zélandais. C'est du sud de l'Italie, je crois. sud extrême sud. Ouais. Le talon. C'est la seule personne qui finit pas en I, en fait. Et alors, moi j'ai quand même un petit mot à faire sur un événement parallèle. Mais ce week-end, c'était quand même la rentrée de Mathieu Bastaro sous le maillot des Free Jacks à New York. C'est pas les Free Jacks. Les Free Jacks, c'est New England. C'est le New York Rugby Union, il me semble. Ah. Et comme on l'a dit, il a fait son entrée... à pas appuyer parce qu'il doit être à 150 kilos. Concernant Mathieu Bastaro, il y a des photos qui circulent donc de son premier match sur les terres américaines. Manifestement, il n'a pas oublié la case McDo quand même en passant là-bas, parce qu'il est gras comme un loukoum. Alors moi j'aime beaucoup Mathieu Bastaro, mais j'ai vu sur Twitter des mecs qui disent on l'adore, on le bade, mais là non. Voilà. Et effectivement, il y a quand même un gros problème là de fit, parce que c'est juste pas possible les photos qu'il y a. Il a une cantoche comme jamais. Là, je suis pas surpris qu'ils aient perdu, et je suis un peu désolé pour lui qui commence dans cet état-là son parcours américain. Je comprends aussi, parce qu'en fait aux États-Unis, le nourriture c'est bon, c'est pas cher, et on peut grossir très très vite. Je peux pas. J'ai pas de potes. Les gars, c'était assez marrant en regardant ce match, quand j'ai vu le score final 35-22, quand même, avec un dernier essai dans les 80 minutes pour les Italiens. En fait, la France a bien gagné ce match, si on regarde. Aux États-Unis, par exemple, si on gagne par ce score-là, 35-22, forcément, la meilleure équipe a gagné, il n'y a rien à dire. Mais je trouve que dans le rugby, et peut-être c'est le rugby français, il ne faut pas juste gagner, mais il faut gagner bien, il faut gagner beau, il faut que ça soit joli. Vous êtes d'accord? C'est pas tellement gagner joli, c'est gagner sans faiblesse. Et ça, pour moi, c'est issu du monde britannique. Je suis désolé de le dire parce que c'est toujours un peu ça. Mais les Britanniques qui ont quand même vraiment mis leurs pattes sur ce sport, puisque aujourd'hui, à part l'équipe de France, il y a quand même peu d'équipes non
britanniques quelque part, même si les Sudaf, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont vraiment britanniques, qui sont dans les premières équipes mondiales. Non Commonwealth. Ouais, non Commonwealth. Ils aiment impliquer, appliquer, imprimer une domination. Et cette domination, elle doit être de bout en bout. Voilà. Et donc, nous, je pense qu'on est quand même un petit peu infusé par cette culture qui est de dire ouais, on a gagné, mais comme on n'a pas gagné en étant intraitable, c'est discutable. Ouais, je mettrais une petite nuance, c'est-à-dire que je pense que ça dépend aussi de l'adversaire, parce que en vrai, gagner de justesse contre, j'en sais rien, les Blacks, les Anglais à la dernière minute, tu vas chercher la petite pénalité ou le drop, allez, rêvons, le drop qui va te faire passer un point devant. Mais c'est une toute petite victoire, mais elle peut rester très longtemps dans les mémoires et faire bien et procurer pas mal de plaisir. Après, c'est juste que contre l'Italie, après le match qu'on a fait la semaine dernière, ouais, on s'attendait à une maîtrise plus continue, plus diffuse. Je te rejoins, c'est dominer notamment ceux qui sont réputés plus faibles. Voilà. Ouais, et là, c'est vrai que quand c'est présumé à peu près équivalent, si on gagne même un peu à l'arrache, on va s'en contenter. Mais quand c'est réputé plus faible, il y a une forme d'intransigeance pour ces victoires un petit peu en dents de scie, voilà, où on a des temps morts et puis après des expressions de talent avec de la facilité, ce qui a quand même été le cas. L'essai d'Ntamak qui se fait un peu tout seul, l'essai de Serein qui se fait un peu tout seul aussi. Voilà, ça compte pas vraiment parce que c'est presque trop talentueux et pas assez clinique. Ouais, c'est un peu ça. Bon, en parlant d'autres matchs, on a aussi eu un match de l'Angleterre-Écosse sous la pluie. Charlie? De l'avis de beaucoup d'observateurs, c'était un des pires matchs qui nous a été donné de voir. Alors les pauvres, évidemment que ni Écossais ni Anglais, on est devenus nuls d'une semaine à l'autre. Mais c'est vrai que dans de telles conditions, il y avait des murs de flotte qui tombaient, il y avait un vent pas possible, c'était impossible. Il y a eu plein de maladresses, plein d'erreurs d'en avant. En première mi-temps, les Anglais jouaient contre le vent. Quand ils tapaient des ballons à suivre, ils se retrouvaient derrière eux, le ballon, quelquefois. Donc, c'était évidemment pas les meilleures conditions pour envoyer du beau jeu. Et ça explique un petit peu un 3 partout à la mi-temps qui était un peu dégueulasse, quoi. Et même 3 partout quasiment à la 70e, si je ne m'abuse, ou à la 68e. C'est hallucinant. C'est exact, absolument. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Charlie, moi, là-dessus... alors c'est vrai que ce match était, on va dire, moche. C'est pas un match qu'il faut présenter aux fonds d'investissement qui veulent investir dans le tournoi Destination. Mais je peux pas m'empêcher, moi, en tant que joueur, et je pense que tous les gens qui nous écoutent et qui ont, comme j'aime à dire joliment, mis leur cul sur un terrain de rugby, quand toute cette large communauté de joueurs de rugby, quels qu'ils soient, regarde ce genre de match, on peut pas s'empêcher de bien aimer ça quand même. Parce qu'on a tous joué sous la flotte, dans des conditions improbables, où tu gagnes avec un score un peu pourri à la fin, mais tu sors de là, tu t'es viandé avec tes potes. Oui, c'est vrai. Télé ou pas télé, 6 nations ou pas 6 nations, c'est aussi du rugby de jouer en plein air avec des murs de flotte et des trucs qui sont pas beaux, mais qui sont du rugby parce que t'es à fond dedans. Et sur l'engagement, ils ont pas triché, ni les uns ni les autres. Alors, c'est vrai que c'était moche. C'est vrai. Non, là-dessus, je te rejoins tout à fait parce qu'il y a pas meilleure sensation que tu te sens pas plus vivant que quand tu fais un match, quand tu dois courir, sauter, pousser. C'est exactement ça. Sous une trompe d'eau, t'as l'impression d'être un mérovingien, un viking ou un truc. Enfin, c'est très... Non, mais c'est vrai, t'as un peu de ça. Hein. T'es dans la moto. Moi, j'adore. En tout cas, j'adore. Mais regardez, c'était un peu... En effet, ça s'est envoyé. Après, il y a eu un peu... Les Écossais, t'as un peu de la peine pour eux. Parce que comme la semaine dernière contre les Irlandais, ils ont joué, ils ont insisté. Mais ils se prenaient des murs. Pour le coup, pas des murs de flotte, des murs de... C'est des matchs qui se vivent plus qu'ils ne se regardent, incontestablement. Voilà. C'est joliment dit. Mais je suis d'accord avec toi, Charlie. Tu te sens mal un peu pour ces pauvres Écossais. L'erreur de Hogg. Parce que Stuart Hogg, moi, c'est un joueur que j'adore depuis plusieurs années parce que c'est vraiment un des joueurs les plus talentueux du monde, de la scène européenne en particulier, mais du monde qui a porté cette équipe écossaise quand même sur les progrès qu'elle a fait depuis les 5-6 dernières années. Et là, il enchaîne une boulette invraisemblable la semaine dernière en lâchant un ballon dans l'en-but. Là, l'essai n'est pas accordé aux Anglais sur l'espèce de faux aplatissement qu'il fait dans l'en-but. Mais honnêtement, moi je suis l'arbitre, je l'accorde aux Anglais, même si l'essai est moche. Ouais. Donc là-dessus, Stuart Hogg, c'est 2 matchs importants d'affilée, 2 cagades sur sa ligne d'en-but adverse ou la sienne.
est-ce qu'il va s'en remettre? Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce sport. Est-ce que Stuart Hogg va sortir d'ici la fin de la compétition le gros match qui fait que c'est quand même un champion et que c'est pour ça qu'on l'aime et qu'il a été creusé un peu au fond de la mine, il était au fond du sac et il va s'en ressortir, récupérer son rayon de soleil. J'espère, donc regardons Stuart Hogg d'ici la fin de la compétition et on va voir s'il a encore une âme de compétiteur ou s'il est au fond du seau. C'est vachement intéressant. C'est vrai, il a encore été d'ailleurs défendu par son coach. Moi, je pense que... Obligé de défendre un joueur comme ça, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe. Bien sûr, je pense qu'il va encore nous surprendre. Mais aussi, de manière générale, cette équipe d'Écosse, elle m'a un peu fait de la peine parce que c'est eux qui avaient le choix du terrain. Ils ont choisi de jouer le vent dans le dos. Ils s'en sont pas vraiment servis en première mi-temps. C'était très bizarre. Et je sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais ils sont revenus deuxième mi-temps pleine balle. Ils ont vraiment envoyé du jeu. Mais ils ont vraiment montré un autre visage en début de deuxième mi-temps et pour la même efficacité que en première mi-temps, voire que contre l'Irlande la semaine dernière. Donc c'est un peu peinant de les voir buter comme ça. Un peu peinant. Alors je rappelle quand même qu'il leur manque aujourd'hui Finn Russell qui a... on en sait plus, paraît-il. On en sait un peu plus. Et moi j'aime bien cette petite polémique puisque Finn Russell est juste écarté de l'équipe nationale parce qu'il a bu des canons pendant le stage de l'équipe nationale. Il a bu un canon de trop, paraît-il. Un canon de trop tard, trop ceci, trop cela. Voilà, moi ça me rappelle un peu le rugby des années 90 où à l'époque on avait le droit. Là il n'a pas le droit, il s'est fait gauler par Townsend qui lui dit arrête de me prendre pour une truffe, lui dit c'est bon, j'ai le niveau, tu peux pas te passer de moi, l'autre lui dit bah si je peux me passer de toi, tout ça sur fond de pintes de Guinness supplémentaires. Honnêtement, c'est un petit conflit qui me déplaît pas. Je voulais juste quand même rappeler, il y a eu un autre petit fait de match à part le Hogg là, mais en tant qu'avant, on a un pilier parmi nous. On a quand même bien rigolé autour de la 40e parce qu'on a le pilier Sutherland, le numéro 1 de l'équipe d'Écosse, qui nous a fait un petit truc. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je pense qu'elle doit tourner, mais il a fait une petite feinte de héron. Il s'est extrait d'un ruck et il a fait une course, mais avec une grâce. C'était assez incroyable. Évidemment, il n'est pas allé au bout, mais dit-on que c'était dû au terrain gras qui accrochait un peu les crampons. Mais en tout cas, voilà quoi, belle petite. On voit que les piliers rêvent d'être des neufs ou des ailiers en fait. On l'a senti là-dedans dans cette course. C'est sûr. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un 6. C'est ça. C'est la feinte du héron, j'aime bien. Je pense qu'effectivement, on peut garder cette expression. En parlant de piliers, il y avait aussi un peu de jolie presse pour le pilier anglais cette semaine, Marler. Ah oui, absolument. Super histoire. Ouais, déjà le début, c'est-à-dire il sort quand même en se faisant siffler du Stade de France. Il s'enquiert auprès des coachs français de qui était ce petit vis-à-vis curieux qu'il ne connaissait pas. On parle d'Awas pour le coup, qu'il ne connaissait pas et qui lui a donné bien des soucis. Une fois renseigné, il va dans les vestiaires pour lui offrir une bière et lui offrir partager une bière et lui offrir son maillot surtout. Et quand Awas veut lui donner le sien en échange, il lui dit surtout garde-le bien, c'est ton premier maillot, tu le donnes à personne. Et c'était très classe, je trouve. Ça fait rêver. Voilà, c'est encore des histoires de rugby, franchement. Il a beau avoir une tronche insupportable, une crête improbable, tout ce qu'on veut. Ouais, elle me plaît, sa crête. Ouais, toi, je sais que tu as toujours un goût pour les stratégies capillaires dissidentes. Mais franchement, Marler, ça reste un mec que nous, on déteste parce qu'on est français, mais qu'on aurait rêvé d'avoir comme partenaire. Mais bien sûr, qu'on aime détester. On aime détester ces mecs-là. Et là, on voit que c'est un mec qui a un gros cœur et surtout qui a le sens de la fraternité des joueurs de première ligne. Et tous ceux qui ont joué avec des gros ou qui sont des gros, je ne vise personne, vraiment ne peuvent qu'apprécier ces gestes-là, tout simplement. Et c'est vrai que ça anticipe un peu sur peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils auront fini leur carrière, on les voit bien se retrouver avec des souvenirs tout simplement fraternels, et c'est peut-être avec ces gestes-là qu'on installe aussi cette fraternité, donc c'est top. Ouais, complètement. La première ligne est une race à part dans le rugby de toute façon, et ils ont une fraternité exacerbée. Je vous invite aussi de lire ce qu'il avait dit après le crunch. Il avait vraiment des belles choses à dire par rapport à cette équipe de France, dont c'était écrit dans l'équipe, et je trouvais ça rudement bien. Il faut que je suis un peu plus ce monsieur, parce que je trouve que il a beaucoup de personnalité et c'est très sympa. Ticket, un nouveau chouchou. Ouais, ça devient un chouchou. Ouais. Franchement, il est toujours avec des cheveux ou des barbes, donc c'est bon. on reste fidèle à nos choix. Alors Thierry, ce week-end, il y avait aussi du vert contre du rouge, de l'Irlandais contre du Gallois. Est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a plu ?
Vraiment, oui, j'ai bien adoré ce match. Donc, Irlande, j'ai trouvé plutôt en forme après leur victoire difficile contre l'Écosse la semaine dernière. Le Pays de Galles, peut-être fatigué, peut-être ils ont marqué trop d'essais contre l'Italie, parce que je trouvais qu'ils avaient plus de jambes ce week-end. C'est Irlande qui a ouvert le score, donc un gros travail avec les avants, mais finalement, c'est l'ailier qui marque l'armure, merde, L'armour, oui. L'armour. En français, on dit l'armour. Ouais, ok. Et finalement, c'est l'ailier qui marque l'armour, qui a eu un très bon match. 10 minutes plus tard, quand même, il y a un Pays de Galles qui revient dans le score avec un joli passe de notre ami numéro 4, Alwyn Jones, avec un joli passe pour Bigard, qui passe vers le 9 Williams, qui marque. C'est à noter quand même, hein, c'est deuxième ligne, je fais une petite parenthèse. Ouais. Williams contre les Italiens, Alan Wynne-Jones contre les Irlandais. Qui sont des gros gabarits, des joueurs infatigables en défense, dans la lutte des rucks, etc. Et qui se sont vraiment mis à niveau sur ce qu'exige maintenant le rugby de mouvement et arriver à passer les bras, faire jouer dans l'intervalle, c'est-à-dire ne plus avoir que des épaules, des bras et puis les yeux fermés, on déquille tout ce qui bouge, mais aussi ouvrir les yeux, écarter son champ de vision. C'est ce qu'on demande toujours aux gamins à l'école de rugby, de jouer aussi avec leurs yeux, avec leur tête. Là, c'est des exemples vraiment magnifiques de grands gabarits qui sont pas faits pour ça et qui, passent les bras, font jouer derrière. Là, c'est un très très bel exemple et c'est vrai que sur cet essai, après, tu peux le regarder en boucle quand t'aimes le rugby, c'est magnifique. C'est vraiment des troisième lignes supplémentaires, quoi, et un peu plus épaisses. Ouais. C'est exactement ça. Ils ont vraiment fait évoluer leur jeu. Pour continuer avec le match, il y avait Furlong d'Irlande, le pilier, qui a vraiment fait son impression d'un bulldozer, qui a marqué un essai mais énorme. Furlong, il y va, il rentre dans le tas. Ensuite, un essai un peu mitigé, un gros small qui finit dans le but pour l'Irlande, et après l'arbitre français qui dit I have no idea, j'ai aucune idée si c'est bon ou pas. Bon, bref, ça compte. Je note que celui qui marque à ce moment-là officiellement est un Sudaf qui s'appelle Vander Flyer, mais je dis ça, je dis rien. Pays de Galles qui essaie de revenir dans le match avec une très jolie course d'un monsieur Parks, mais qui malheureusement fait un hog, il perd le ball juste en essayant d'aplatir le ball en tombant dans le but. 74e minute, un essai de bonus de Conway. Vraiment, Irlande a la match en main. Finalement, un essai de l'honneur pour le Pays de Galles par Tipuric, le personne je trouvais le plus en forme sur le côté Pays de Galles. 24-14, Irlande qui a gagné assez facilement, je dirais. Ouais, ça reste des matchs très très engagés. Et moi, j'aime toujours regarder ces matchs-là parce que c'est des matchs sans concession. Voilà, je trouve qu'il y a très peu de temps faible. De temps en temps, on a des équipes qui subissent un petit peu, mais l'impression que j'ai par rapport, par exemple, aux Français contre les Italiens, c'est que là, les Gallois, même s'ils ont été dominés, même s'ils ont perdu, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient eu de trous d'air comme on a parfois, nous, les Français, où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et puis paf, essai. J'ai pas cette impression. Ils subissent la pression, ils reculent, ils subissent et ils cèdent. Mais ils cèdent vraiment après avoir plié pendant longtemps. C'est l'impression que j'ai. Et c'est ce que je trouve qu'ils ont de supérieur par rapport à notre investissement dans des matchs parfois, où on n'a pas ce talent-là de tenir aussi longtemps que possible. Voilà, on va plus agir par fulgurance. Et pourtant, effectivement, le score se ressemble à la fin. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça lâche plus tôt. Mais moi, j'ai trouvé, comme tu dis, pour moi, c'était. Alors, c'est pas de la vantardise ou c'est pas tirer la couverture à ce que l'on connaît, mais je trouvais que c'était vraiment ce que j'appelle un match d'avant, quoi. C'est vrai. Ça s'engageait sévère et ça allait vraiment, ça allait vraiment gratter les ballons de partout et tout. Juste, moi, j'ai une petite pensée pour Romain Poite. Qui a dû faire des cauchemars d'entendre Sexton venir lui parler, lui courir après. Qui est vraiment une tête. Il a dû se réveiller en sueur avec Sexton qui lui courait après, qui lui demandait des explications sur les règles ou qu'il avait tort et tout. Il a été insupportable tout le match, quoi. C'était incroyable. Voilà, donc petite pensée pour notre arbitre français, quoi, le pauvre. Il a dû en faire des cauchemars. Les Français s'en sortent, hein. C'était un Français aussi, c'était Gahuzer sur absolument. Le match Angleterre-Écosse. Bon, lui, il a pris son quota de flotte sur la tronche. J'avais écouté un podcast sur The Wales Rugby, donc du Pays de Galles, et en fait, ils avaient un peu de mal à comprendre l'arbitre avec un accent français. C'était assez marrant. Ouais, il m'a beaucoup fait marrer son accent. Moi, j'aime bien leurs accents bien français. Ça doit te plaire, Thierry, quand tu les écoutes. Hein. Bon, moi, j'ai un accent aussi, donc je peux rien dire. Et, par contre, moi, j'ai appris un mot parce que c'est très facile à comprendre avec leur accent français. C'est le grounding. C'est donc cette notion de l'aplatissement du ballon. On voudrait savoir s'il est
propre, bien maîtrisé, et les deux, Gauser comme Romain Poite, parlent du grounding of the ball, et je trouve ça assez marrant de regarder ces ralentis de grounding, même si le grounding, en effet, de l'essai irlandais de la 40, je sais pas combien là, on l'a pas du tout vu, mais il a donné l'essai quand même. Enfin, on a rien compris. C'est marrant, j'ai trouvé que les annonceurs français là, ils aimaient bien le nom Ryan. Et ils arrêtaient pas de dire Ryan. En fait, au lieu de Kevin et Steve et tout ça, je pense que des Français, des petits Français, ils devraient s'appeler Ryan maintenant, en fait. Bon, les gars, on a aussi d'autres matchs. On a eu les Français U20 qui a joué contre l'Italie. Charlie? Ouais, alors c'était un peu... ça a été dur pour eux, nos U20. Ils ont vraiment, vraiment raté leur entame de match, en fait. Disons comme ça, je pense que eux, le cadeau aux cousins, ils l'ont un peu trop bien fait, ils l'ont un peu trop nourri. Donc voilà quoi, l'Italie fait une super entame. Ce qui était un peu le truc difficile, c'est à la 70e, on était encore mené quoi devant les Italiens, on était à 17-19. C'est le petit pied dans le tapis, je pense pour nos U20 qui étaient pas, qui se sont laissés qui ont fait des erreurs vraiment bêtes. Il y a eu un essai italien qui part en ballon porté. Et c'était des enfants quoi, à côté, c'était assez incroyable. Il n'y avait personne qui allait. Les Italiens se sont baladés jusqu'à notre en but. Il y a eu, il y a eu des petites errances qu'on espère qui vont être vite. Ça veut peut-être dire que ces U20 italiens qui ont battu les Gallois au premier match sont pas dégueulasses. Espérons que ce soit la relève du rugby italien. Et moi, je serais content qu'il y ait une équipe qui commence à être un peu compétitive. Nous sommes très contents d'avoir une rubrique sur l'équipe féminine de rugby cette année. Nous allons entendre tout de suite Charlie avec Alban Borel. Oui, je suis ravi d'être là pour parler de rugby féminin, un peu enfin, du 15 de France féminin, et ravi aussi d'être avec Alban. Salut Charlie, merci de m'accueillir dans cette nouvelle rubrique. On est ravi d'avoir quelqu'un qui pourra mieux parler de rugby féminin que nous. Comment t'es venu au rugby, toi ? Écoute, un petit peu par hasard, j'ai commencé en universitaire à l'ESSEC et puis j'ai décidé de continuer après. Donc ça fait une dizaine d'années que je pratique le rugby et je suis joueuse actuelle du Stade Français. Quel poste ? Premier centre. Premier centre. Formidable. Une 3/4. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on va vite passer à un petit récapitulatif de ce match contre l'Italie. Après une semi-déconvenue contre l'Angleterre, comment s'est passé ce match contre l'Italie alors ? On a relevé la tête ? Alors, effectivement, on a un petit peu relevé la tête. Tu as raison, Charlie, de le dire comme ça parce que le match contre l'Angleterre a été assez décevant, je pense, pour les joueuses et puis pour les spectateurs aussi, évidemment. C'est jamais agréable de perdre contre l'Angleterre. Et pour le match contre l'Italie, elles ont bien su rebondir, j'ai trouvé. On est quand même sur un score final de 45-10, donc c'est une grosse victoire avec une première période que j'ai trouvée très maîtrisée, avec beaucoup de rythme, beaucoup de maîtrise dans les phases de jeu. Il y a un premier essai à la 3e minute avec Forlani qui s'échappe du ruck, c'est un peu sa combinaison spéciale. Et après, il y a 2 essais en bout de ligne de Banet. Notamment un très bel essai personnel. À la demi-heure de jeu, à la demi-heure de jeu, effectivement, où elle traverse le terrain. Après, les Italiennes reviennent un tout petit peu juste avant la mi-temps avec un essai sur interception, mais ça n'a pas mis les Françaises trop en danger, j'ai trouvé. Le risque, c'était de revenir en deuxième mi-temps avec un peu plus de légèreté, et justement, elles ne sont pas tombées dans ce piège-là, j'ai trouvé. On repart sur une deuxième mi-temps qui est forcément un peu moins rythmée, mais qui se termine par 2 essais en fin de match. On est sur un 21-0 en fin de deuxième mi-temps, donc c'est un beau match bien complet, et je pense que les Françaises ont réussi à redonner envie à tous leurs supporters et à remettre le plaisir au cœur de leur jeu, on va dire. D'accord, on a repris le bon sens de la marche, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a des joueuses... Alors moi, il y en a une qui m'a beaucoup plu. En tant que deuxième ligne, je regarde beaucoup les numéros 4 et 5, évidemment. Et il y a un bel essai de la 5 qui fait un essai quasi de 9, en fait, au sortir du ruck. On pense que la demi de mêlée va la sortir. Et elle nous fait un petit plongeon de renard, quoi. Vraiment un essai de 9. J'ai beaucoup aimé, c'est mon petit focus. Toi, il y a une joueuse, toi, qui est sortie du lot pour toi, Alors... Ouais, moi je trouve que tu as raison pour revenir sur Forlani, c'est vraiment une joueuse qui, je t'avoue que moi en tant que 3/4, je regarde plutôt les 3/4, c'est marrant comme on a chacun nos domaines, mais elle a fait un travail énorme sur le collectif, c'est un peu grâce à elle qu'on marque le premier essai de Banet en bout de ligne d'ailleurs, parce qu'elle fait un gros travail dans le ruck.
Moi, la joueuse qui m'a vraiment marquée, c'est Julie Henry, qui, j'ai trouvé, était très précieuse dans le jeu au sol. Elle a été excellente en balle en main, à toujours venir chercher le soutien main-main. Elle a vraiment fait avancer l'Annie, elle a franchi beaucoup de fois la défense italienne. Donc, vraiment, c'est une joueuse que j'apprécie et je ne dis pas ça parce qu'elle joue au Stade Français. C'est une collègue. Mais voilà, c'est une collègue. J'ai pas beaucoup joué avec elle pour l'instant, mais bon, je trouve qu'elle mérite son titre de joueuse du match de femme du match, pardon, sur cette rencontre. Ah bon, on dit, c'est femme du match, c'est pas joueuse du match, d'accord. Oui, bah, du coup, on dit les deux. Hein. Okay. Ah ouais, je voulais te demander parce que je voulais faire une petite dédicace aux avants quand même, moi de Stade de France qui était beau, mais chez nous on dit les gros, genre voilà les gros ils ont bien joué. Je suppose que ce serait malheureux, un peu maladroit de transposer au féminin cette expression du rugby. Non, absolument pas. Ah, non, ça se dit ? Non, on dit les gros, c'est ça. Ah bah parfait, bon bah très bien. Je l'utiliserai alors avec ton accord maintenant. Mais et maintenant que j'ai ce petit point de vocabulaire établi, on peut regarder un peu devant et voir le prochain match à venir dans 2 semaines contre le Pays de Galles. Il s'annonce comment ? Est-ce que c'est un match qui, comme pour les collègues masculins, est plutôt à craindre ? Donc selon moi, le Pays de Galles, c'est pas forcément une équipe à craindre autant que l'Angleterre ou que l'Italie qui a pu nous jouer des tours sur des matchs précédents. Elles perdent leurs 2 premiers matchs, donc 15-19 contre l'Italie, puis 31-12 contre l'Irlande. Donc je pense que c'est une équipe de deuxième catégorie. En revanche, il ne faut pas qu'on tombe dans des travers de non-maîtrise, on va dire, de notre jeu et de la possession de balles qui nous a beaucoup coûté contre l'Angleterre. Donc je pense qu'en déroulant avec du jeu aussi simple que contre l'Italie, je pense que les Françaises ont moyen d'aller faire une belle victoire au Pays de Galles. D'accord, donc éviter de garder la leçon de l'Angleterre, éviter les mêmes erreurs, et il y a un coup à jouer, quoi. Exactement. Bah formidable, on va regarder ça avec attention. On espère que, comme tu le pressens, ce sera une deuxième victoire pour notre 15 de France féminine. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment la place pour se rassurer et continuer cette belle lancée qu'on a commencé contre l'Italie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Eh ben espérons-le. En tout cas, Alban, c'était un plaisir de t'avoir pour parler de rugby féminin un peu avec, comme on dit, quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Merci pour ton expertise. Et on se retrouve dans 2 semaines alors du coup pour débriefer ce France-Galles. Yes, avec grand plaisir. J'ai hâte de débriefer de ce match avec toi. Ok, merci Charlie pour cette rubrique. Eh ben écoute Tiké, c'était un plaisir pour moi. On va avoir ce petit rendez-vous après chaque match du tournoi pour savoir un peu comment se comportent nos féminines. Parfait. Ok les gars, on a quand même des matchs la semaine prochaine. Donc le match où j'espère qu'il y a au moins une équipe qui gagne, c'est Italie contre l'Écosse. Ouais, c'est ce qui est un peu devenu le match de la cuillère de bois, non ? Les Italiens m'ont fait de la peine, même si on a été un peu trop généreux avec eux. Les Écossais, comme je l'ai dit, pour moi, ils essayent. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais ils butent à chaque fois sur des bonnes défenses. On va mettre une petite pièce sur les Écossais, ça me ferait plaisir de les voir gagner en plus. Ouais, j'aimerais bien les voir marquer dans leur 22. J'ai l'impression qu'ils jouent très bien, mais dès qu'ils arrivent à c'est incroyable. Dès qu'ils sont dans les 22, ils ont du mal. Allez, espérons une belle performance de Stuart Hogg. Voilà, oui. on le souhaite. Le rachat. Le match du rachat. Ensuite, nous avons un match qui va être super intéressant, donc l'Angleterre-Irlande. C'est le clash, c'est ça. En plus, on est sur un périmètre politique en ce moment un peu compliqué entre les Anglais et les Irlandais, le Brexit, le machin, le Sinn Féin qui fait l'arbitre des élections là-bas. Donc tout est réuni pour qu'il y ait une grosse tension sur ce match et on voit 2 équipes, l'une qui sera peut-être prétendante à la victoire au Grand Chelem, les Irlandais. S'ils battent les Anglais, ils savent qu'après ils n'auront plus qu'à aller se taper les Français gentiment le 14 mars, ce qui ne sera pas chose facile bien entendu, mais ils ont ce chemin vers le Grand Chelem possible et toujours cette hostilité héréditaire vis-à-vis du voisin anglais. Donc c'est toujours des matchs absolument à voir où il y aura tout, de l'intensité, probablement du suspense et puis un beau vainqueur à la fin certainement. Ouais, je pense surtout beaucoup d'intensité parce que les Irlandais, mine de rien, ont eu 2 matchs pas faciles. Je pense que c'est ceux qui ont cumulé au cumul des matchs, c'est ceux qui ont eu les victoires les plus dures à aller chercher. Les Anglais, ils ont
le match contre l'Écosse, c'était un peu les dieux de la pluie étaient avec eux. Il y avait pas grand chose. Et contre la France, ils ont trébuché, donc ils ont beaucoup de choses à se prouver. Et ça reste l'équipe qui nous a quand même fait pas mal vibrer il y a quelques mois. Donc ils ont beaucoup à prouver sur ce tournoi. Et j'espère que ce match-là sera l'occasion pour eux de se réveiller. Et puis voilà, il y aura au Millennium Stadium. Toujours un grand rendez-vous pour les Français qui ont la chance d'être soit spectateurs, soit sur la pelouse. Moi, je redis à ceux qui nous écoutent, si vous avez un match à cocher en priorité, il faut aller voir un Pays de Galles France ou un Pays de Galles Angleterre. Il faut aller au Millennium, il faut passer 2 jours à Cardiff. C'est une ville qui vibre, qui respire pour le rugby. C'est un poumon du rugby. C'est absolument, absolument magique. Voilà, donc j'espère qu'on aura un gros match. Il sera certainement disputé. Parce que voilà, les Gallois ont pris là une petite fessée quand même face aux Irlandais. Là, ils vont être de retour chez eux. Ça va être aussi quand même la revanche du quart de finale qu'ils ont gagné de manière relativement discutable avec ce coup de coude, ce carton rouge, tout ce machin qui a un petit peu tué la sportivité de ce match. Donc là, on remet les compteurs à zéro. On voit qui c'est le taulier. Il faut pas oublier que les Gallois sont les tenants du titre. Donc perdre chez eux contre des Français en plein renouveau, ce serait quand même un signal. Donc ça va être sympa. Moi, je pense qu'il y a aussi la revanche du Six Nations de l'année dernière où nous on menait largement et c'est eux qui sont revenus pour gagner le match à la fin. C'était 16-0 à la mi-temps pour perdre. On était aux anges. Mais cette équipe de France, quand même, ça fait rêver. Donc j'espère que ça fait rêver de mi-temps pour être capable de gagner ce match. Ouais, après, comme vous l'avez dit, il y a plein de bonnes raisons, il y a plein de bons leviers de motivation pour cette équipe de France, que ce soit tout au long de l'année écoulée. Après, le Millennium, c'est toujours beau à voir. Par contre, juste ce week-end, on m'a donné un petit conseil par rapport à ce que tu dis là sur le fait d'aller voir des matchs au Millennium ou en Écosse, à Murrayfield ou quoi. On m'a dit que c'est vachement mieux quand même d'aller voir des Irlande-Écosse ou des Irlande-Pays de Galles parce que les Celtes aiment vachement mieux les Français quand ils jouent pas contre eux. C'est clair. Voilà. Donc on est mieux accueillis quand on vient voir un match en touriste. Moi, j'ai eu la chance de voir l'année justement où j'étais au bataillon de Joinville et on avait été jouer contre des équipes écossaises. J'avais vu Écosse-Irlande à Murrayfield. C'est un souvenir extraordinaire et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que c'est pas le match auquel on pense en premier pour aller se faire un déplacement européen. Mais ça peut être extrêmement sympa aussi de voir des matchs entre Britanniques sur leur propre stade. C'est extrêmement sympa. Théo, je pense que tu voulais nous parler du sport français de ce week-end qui n'est pas de rugby. Oui, alors voilà, on parle beaucoup de rugby, mais c'est vrai que on aime quand même le sport en général, les compétiteurs et les belles histoires. Alors là, on a 2 histoires ce week-end, 2 statues qui se sont écroulées. Une grande statue en kimono, Teddy Riner, invaincu depuis 10 ans, ce qui est complètement incroyable. Il faut mesurer ce que c'est que d'être invaincu sur un tatami depuis 10 ans. Si vous avez des copains judokas, si vous savez même à tout niveau de la compétition à quel point ce sport est dur et exigeant et noble, il y a tout dans ce sport et être invaincu pendant 10 ans sur la scène internationale, c'est irréel. Alors, il a malheureusement là perdu sur le tournoi de Paris sur un contre. Bon, moi j'ai vu le petit bout de combat là-dessus qui n'a rien d'impressionnant. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça envoie un signal qu'il est humain et que l'immensité de ses exploits est tout à fait extraordinaire et ça le remet en ordre de marche pour aller chercher son 3e titre olympique à Tokyo, puisqu'en plus il a perdu contre un Japonais. Donc moi j'ai juste envie de dire, Teddy, on y croit, t'es le taulier, tu vas montrer à tout le monde à Tokyo que c'est toi le chef. Et puis un autre petit record quand même qui n'était pas des moindres, un record du saut à la perche 6,16 m qui était tenu par Renaud Lavillenie, un Auvergnat qui avait été dérobé son record à, excusez du peu, Sergueï Boubka. Et ben on a un gamin de 20 ans qui s'appelle Armand Duplantis, qui a passé 6,17 m en indoor, qui a tout pour passer 6,20 m ou 6,25 m quasiment, parce qu'il a une grande facilité. C'est un garçon qui a un record du 100 mètres à 10,54, donc il joue tout sur la vitesse, qui est exceptionnel à voir sauter. Et
suis juste un peu déçu parce que le mec s'appelle Armand Duplantis et il est suédois. Et il est moi, suédois, je suis dépité. Je me dis que c'est fourbe, que c'est moche. Et de venir nous piquer le record avec un nom français, c'est dégueulasse. Armand, voilà, je te félicite et je te bade, mais franchement, tu m'as flingué mon dimanche. Ouais, mais surtout que ce qui est dur, c'est que Lavillenie, il avait quand même réussi à faire tomber un record qui avait duré super longtemps et le sien, il a duré à peine 6 ans, donc c'est un peu dur. Et pour Teddy Riner... C'est beau quand même. Oui. C'est beau quand même. C'est une confrérie, les perchistes. D'ailleurs, il a été lui rendre hommage, le saluer, lui donner une sorte de passage de témoin en disant maintenant c'est ton record, c'est magnifique. Voilà, c'est un peu comme les décathloniens quand ils font en fin de JO, tout le monde se saute dans les bras. C'est des confréries, il y a quelque chose de proche avec le rugby dans ces disciplines-là qui sont tellement exigeantes que ça crée une espèce de fraternité entre les perchistes et voilà, c'est chouette. Bon, allez, quelque part, on se fait piquer le record par un Suédois, mais il s'appelle pas Björn machin, il s'appelle Armand Duplantis. Bon, allez. J'aimerais bien d'ailleurs comprendre d'où ça vient ce nom. On essaiera de trouver. C'est l'énigme. Pardon, ça me fait bien rigoler. Je savais que ça te plairait, Thierry. Et t'es là, tu dis, mais non, tu peux pas piquer mon nom. Non, mais tu me piques tout, putain. Tu vas faire quoi après? Tu vas faire du vin C'est ça. Bientôt, il va faire du Cabernet Sauvignon à Malmö, putain, mais non. Bon, une chose, c'est sûr, c'est qu'on a plein de belles rugby à voir. Donc revenez la semaine prochaine pour faire un point sur tout ça. Nous sommes bien sûr sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, à faire un petit commentaire sur Instagram, Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas. Faire votre petite subscription, votre like sur votre plateforme de podcast préférée. Partagez ce podcast, s'il vous plaît. Vous étiez plus de 1000 personnes qui ont écouté ce dernier épisode, donc merci à vous. Merci à vous. On est en train de grandir tout petit, mais sûrement. Donc ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là avec nous. Dans les semaines à venir, donc après chaque match de l'équipe de France, nous allons avoir un épisode. Il y aura aussi des épisodes bonus, donc notamment la semaine prochaine. Vous allez entendre un épisode bonus sur le tournoi de Sevens qui s'est passé la semaine dernière à La Défense, le Super Sevens. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon les gars, bonne semaine à vous. Allez, ciao les copains, passez une bonne semaine. Bon ballet challenge à tout le monde. Oui, le ballet challenge, c'est donc peut-être l'objectif de la semaine. Allez, on vous embrasse à tous, comme disent les mecs du Sud-Ouest. On vous embrasse à tous. Allez, ciao.